classifications sont terminées. Aujourd'hui, nous allons pouvoir débattre sur le projet de l'employeur. Moi, je trouve qu'avec une seule et même grille, l'employeur a choisi la simplification du système de rémunération. Simplification. Aujourd'hui, chaque salarié qui appartient à l'une des grilles, que ce soit informaticien, établissement, praticien conseil ou employé cadre, il comprend tout à fait sa grille. Moi, c'est vrai que la grille informaticien, par exemple, je connais pas les niveaux de qualification de chacun des niveaux, mais bon, entre nous, ça m'intéresse guère. Ce qui m'intéresse, c'est ma grille, et c'est vrai que dans ma grille, je sais très bien quel niveau, quel coefficient par rapport à chacun des niveaux, que ce soit du niveau 1 au niveau 9. Avec son projet, c'est une classification pour tous. C'est bien la même chose. Aujourd'hui, on a bien tous la même classification, quelle que soit notre grille et notre niveau. Grâce à une grille unique, cela va renforcer l'appartenance au régime général des personnels des UGCAM. Ôte-moi d'un doute, les personnels des établissements des UGCAM font bien partie intégrante du régime général. Par contre, c'est vrai que, comme à présent, les établissements sont obligés de s'autofinancer pour mettre en place les mesures de la classification actuelle, alors qu'auparavant la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, comblait les déficits des établissements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, c'est une grosse problématique des personnels des UGCAM. Mais demain, quelle que soit la classification, ce sera toujours la même problématique. En plus, les personnels des établissements dénonçaient leur grille, puisqu'ils avaient une grille qui les cantonnait à un seul et même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité d'évolution de niveau. Et aujourd'hui, dans le projet de l'employeur, il nous propose une grille où tu vas être cantonné sur un même et seul niveau. Donc je ne sais pas si du coup ils vont se sentir plus proches que nous, et si ça va les consoler le fait qu'à présent tout le monde va se retrouver dans une grille qu'aujourd'hui les personnels des UGCAM dénoncent. Avec 9 niveaux au lieu de 42 actuellement, cela va permettre de clarifier les parcours professionnels. Ça ne donne pas plus de lisibilité sur les parcours, puisque de toute façon, pour changer de niveau, demain avec ce projet, il faudra changer d'emploi. Donc oui, alors là c'est très clair, c'est sûr que c'est très lisible, puisque la seule possibilité d'évoluer, c'est de changer de métier. Alors c'est pas ouvert à tout le monde, et puis on peut pas dire quand même qu'il y a pléthore de vacances de poste qui va nous autoriser à pouvoir changer de niveau demain. Ce projet équilibre aussi le nombre de niveaux, 4 niveaux employés et 5 niveaux cadres. Tu parles d'équilibre de niveau entre les niveaux employés et les niveaux cadres. Actuellement, quelle que soit la grille, il y a 4 niveaux d'employés, et par contre il y a un peu plus de niveaux de cadres. Alors c'est pas parce qu'on a réduit le nombre de niveaux des cadres que ça permet aux employés d'évoluer plus au sein de leur grille de qualification, puisque de toute façon il y a toujours 4 niveaux pour les employés. Ce projet aussi revalorise le nombre de points dans un pas de compétences. Aujourd'hui, du niveau 1 à 4, nous avons droit à 7 points. Du niveau 5A à 7, nous avons droit à 12 points. Et à partir du niveau 8, c'est 15 points. Avec le projet employeur, les niveaux de A à C auront 9 points. Les niveaux D auront 12 points. Les niveaux E à G auront 13 points. Et le niveau H à I auront 15 points. La revalorisation de points dans un pas de compétences, c'est vrai, ça peut être quand même assez intéressant, parce que au lieu de 7 points, les employés vont avoir 9 points, 2 points de plus. Bon, c'est pas la panacée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les difficultés que rencontrent les salariés en termes de rémunération, c'est toujours ça de prix. Par contre, si on analyse bien la situation, par rapport au niveau D, qui vont avoir 12 points, on peut se dire que c'est des employés qui aujourd'hui, avec 7 points, vont pouvoir bénéficier de 12 points de compétences,
5 points de plus, là ça commence à être intéressant. Sauf que la plupart des niveaux 4 aujourd'hui vont se retrouver sur le niveau C, donc ils vont avoir que 9 points, et que c'est une grande majorité des cadres niveau 5A qui vont se retrouver sur le niveau D, et pour eux ça ne change rien du tout puisqu'ils avaient déjà 12 points. Après, un point supplémentaire pour les niveaux E à G. Clairement, l'employeur, c'est vraiment du bidouillage pour essayer de trouver un signataire, parce qu'un point de plus, c'est pas non plus la panacée. Et puis aujourd'hui, il n'y a aucune garantie d'avoir pas de compétences, puisqu'il n'y a aucun automatisme. Donc oui, c'est des suppositions, on peut avoir plus. En plus, l'employeur, il est malin, puisque aujourd'hui, il y a un minimum obligatoire de 20% d'attributaires de points de compétences. Demain, l'employeur nous dit qu'il y aura un minimum de 25% d'attributaires de points de compétences et de parcours. Le fait de lier les parcours et les points de compétences, cela va autoriser les directions locales à donner moins de 20% d'attributaires de points de compétences. Par exemple, une direction locale pourrait décider de mettre en place 7% d'attributaires de parcours professionnel, et du coup elle pourrait ne donner que 18% d'attributaires de pas de compétences. Donc on voit bien que là c'est une régression par rapport à ce qui existe actuellement. La mise en place des emplois repères va permettre d'obtenir le même coefficient de qualification pour les emplois, quel que soit le territoire. Oui, ça c'est vrai, les emplois repères, ça permet vraiment une équité de rémunération sur l'ensemble du territoire pour un même emploi. Ça, c'est ce que revendique la CGT depuis très longtemps, et que l'employeur, d'ailleurs, ça existait lors de la qualification de 92, et dans la qualification de 2004, ils ont purement supprimé ces emplois repères. Donc là, maintenant, ils les remettent, sauf qu'il y a quand même des petits bémols, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils disent qu'ils peuvent embaucher une personne sur un emploi repère, mais lui donner des pas de compétences supplémentaires si l'emploi n'est pas assez attractif, ou si ils estiment qu'une direction veut telle personne et veut le stimuler pour pouvoir venir travailler dans l'institution. Dans le même temps, il y a plus d'emplois non repérés que d'emplois repères, donc il y aura toujours quand même une inéquité sur l'ensemble du territoire. Et tous les emplois qui peuvent être rattachés à des emplois repères, en fonction des directions locales, ils les rattacheront ou ils les rattacheront pas, ce qui fera que, en fin de compte, il y aura autant de diversité pour un même emploi sur l'ensemble du territoire. Et en sachant qu'en plus, on peut franchir des paliers en fonction du nombre de pas de compétences que l'on obtient. Et pour un certain personnel, il y en a qui vont arriver très rapidement, peut-être au 4e palier, alors que d'autres n'auront même pas franchi encore le 2e palier. En plus, les emplois repères vus par l'employeur n'a rien à voir avec la revendication de la CGT, puisque l'employeur en a profité pour faire en sorte de niveler par le bas les emplois, puisqu'il les a positionnés sur une grille à un coefficient inférieur pour beaucoup d'emplois. La mise en place de paliers au sein d'un même niveau permet à chaque franchissement d'obtenir 3 points supplémentaires. C'est un plus, puisque aujourd'hui des salariés peuvent ne jamais changer de niveau tout au long de leur carrière et rester toujours cantonnés à leur niveau d'emploi. Les paliers. Parlons des paliers. Alors oui, bien sûr, ça offre une possibilité d'obtenir 3 points supplémentaires en cas de franchissement de palier, et qu'aujourd'hui, si tu ne changes pas de niveau au sein de ton emploi, tu restes cantonné à ton niveau sans aucune possibilité d'augmentation de rémunération. Mais de plus en plus dans les directions locales, les salariés avaient gagné la possibilité d'évoluer au sein d'un même emploi en changeant de niveau, et du coup beaucoup de directions locales avaient mis en place des parcours professionnels qui permettaient cela. Aujourd'hui, avec cette nouvelle classification, tous les parcours mis en place localement sautent, c'est-à-dire c'est la fin des parcours professionnels au sein d'un même emploi. Et en plus, aujourd'hui, tu vas avoir 3 points à chaque franchissement de palier, sauf que ces franchissements de palier sont complètement liés à l'obtention de pas de compétences. Et aujourd'hui, quand on sait les difficultés qu'il y a pour obtenir des pas de compétences,
et ben l'évolution, elle n'est pas pour demain, hein. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir 3 points supplémentaires, mais pour un nouvel embauché, il faudra attendre minimum 40 ans pour arriver au 4e palier et avoir eu donc progressivement au total 9 points. Et 9 points, et ben, ça n'a rien à voir quand même avec la règle des 105 qui s'applique lorsque tu changes de niveau. Et voilà quoi. Oui, ça c'est vraiment un leurre parce que ça n'apportera rien de plus sur l'évolution professionnelle que revendiquent les salariés. Ils ne demandent pas d'avoir 3 points supplémentaires, eux ils demandent d'avoir une réelle reconnaissance de leur qualification, de leur diplôme, de leur évolution, puisqu'aujourd'hui quand même les emplois évoluent de jour en jour pratiquement et surtout se complexifient, donc ça demande des qualifications beaucoup plus importantes et ces qualifications doivent être rémunérées bien au-delà de 3 points supplémentaires. Bon, depuis le début, t'arrêtes pas quand même de démonter tout ce que j'avance comme point positif du projet. Et bon, bah là, je pense que cette fois, tu vas vraiment rien avoir à redire puisque l'employeur a fait quand même un effort, puisqu'à partir de la 26e année, si pendant 5 ans tu n'as rien du tout, tu n'as aucune revalorisation grâce à des mesures individuelles, tu peux obtenir des points de compétence qu'on peut appeler points de garantie à hauteur de 6 points. Moi, je trouve quand même que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que tu n'auras pas d'argument contraire, hein. 6 points de garantie, donc si tu arrives à ta 26e année, que tu n'as aucune rémunération pendant 5 ans, c'est-à-dire que là on arrive déjà à la 31e année, bah, tu peux avoir 6 points. Bon, bah, si, j'ai à redire quelque chose là-dessus, puisque ça va quand même autoriser les directions locales, au lieu de te donner un pas de compétence, qui aujourd'hui dans le projet de l'employeur, pour les employés par exemple, est revalorisé à 9 points, après 12, 13 et 15 points, à un certain âge, on pourra dire, bah, tiens, je vais favoriser plutôt mes jeunes entrants en leur donnant davantage de points de compétence, et puis les plus anciens, ils pourront se contenter de ces 6 points de garantie, et du coup, là, l'employeur... c'est tranquille, c'est-à-dire que demain, au lieu de te donner des points de compétences, il pourra te donner des points de garantie. En plus, l'employeur, il nous dit que cette mesure sera sans doute jamais appliquée, puisque, en règle générale, la moyenne est de l'obtention de points de compétences à peu près tous les 5 ans. Donc, pour lui, elle ne sert à rien cette mesure puisqu'on est censé obtenir des pas de compétences. Donc on peut presque se demander pourquoi il la met en place s'il estime qu'elle ne va pas servir à grand chose. La revalorisation des qualifications d'embauche permet d'augmenter le montant des primes de fonction. En plus, si tu as été déclassé, c'est-à-dire que tu étais niveau 4 et que tu te retrouves niveau C, tu es directement positionné au palier 2. Et comme aujourd'hui, la prime de fonction peut se calculer au maximum sur le palier 2, ça te fait une belle revalorisation de rémunération pour ta prime de fonction. Bon, pour la prime de fonction, c'est vrai qu'il y a quand même une revalorisation, puisqu'aujourd'hui, elle est calculée sur un coefficient d'entrée qui est supérieur à ce qui existe aujourd'hui, et que pour les personnes qui sont déclassées, qui avaient un emploi par exemple niveau 4 et qui se retrouvent au niveau C, et comme on les positionne directement sur le 2e palier, ça fait quand même une augmentation de cette prime de fonction. Par contre, pour la prime de fonction, elle est calculée au maximum sur le 2e palier. Par contre, la prime de résultat, elle est calculée selon le palier où la personne se situe. Donc on voit bien déjà que là, pour quelque chose qui était identique aujourd'hui, c'est-à-dire que les primes étaient calculées sur le coefficient d'entrée, demain, en fonction, la prime de résultat, ce sera selon les paliers où tu seras, et la prime de fonction, ça ne sera que si tu es que par rapport au palier 2, même si tu es au palier 3 ou au palier 4, elle ne sera calculée que sur le palier 2. Donc là, déjà, on voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures en fonction de là où tu es situé. Après, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que beaucoup d'emplois ont été déqualifiés, c'est-à-dire que beaucoup d'emplois qui étaient niveau 4, demain vont se retrouver au niveau C. Alors aujourd'hui, niveau 4, ta prime de fonction elle est calculée sur le coefficient 240.
demain, ce même emploi sera positionné sur un coefficient de 234. On peut se dire que pour les nouveaux arrivants, non seulement déjà quand ils entraient dans un emploi qui était quand même situé au niveau 4, je parle par rapport par exemple aux agents d'accueil, qui avaient la possibilité dès l'entrée, après un parcours professionnel, d'accéder au niveau 4. Et demain, tous ces nouveaux embauchés, du coup, eux, ils auront quand même une prime qui sera calculée sur un coefficient inférieur. Donc on se rend bien compte que l'employeur, bon oui, aujourd'hui, il donne un plus pour les salariés en place, mais tout ce qu'il donne en plus, demain, il va le récupérer avec les nouveaux embauchés, puisque du coup, le calcul sera sur un coefficient inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. En fin de compte, quand on regarde de près le projet de l'employeur, c'est un peu comme un contrat d'assurance. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est écrit en petites lignes qu'on lit jamais, puisque les caractères sont tellement petits qu'on ne les lit pas. Et du coup, on croit être bien assuré, et quand il nous arrive quoi que ce soit, c'est là qu'on se rend compte que on n'était pas si bien que ça. Le projet de l'employeur, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que les salariés de notre institution, grâce à la CGT, pourront quand même avoir un décryptage un peu plus précis de ce qu'il y a dessous le projet de l'employeur, et du coup ils pourront en prendre connaissance en tout état de cause et voir ce qu'ils en pensent. En tous les cas, si les salariés, comme la CGT, pensent que ce projet non seulement n'apporte pas de plus réel pour les salariés en place, ni pour les nouveaux embauchés, mais qu'au contraire, il réduit les droits des salariés, il y a encore la possibilité d'aller signer la pétition en ligne, rejet du projet de classification de l'employeur sur change.org, pour donner son avis, car je crois que c'est important aujourd'hui que les salariés disent à l'employeur ce qu'ils pensent réellement de ce projet.